Salut Stéphane, dans cette vidéo nous allons parler des liquides. Qu'est-ce que c'est que les liquides selon toi et le fonctionnement de ce grand champ de conscience? Alors les liquides, oui. Alors les liquides, dès qu'on en parle, on pense tout de suite à l'eau que l'on boit, ce qui effectivement fait partie de notre quotidien, hein. Mais nous, ce qui nous a intéressé, ce sont les liquides, on va dire plutôt intérieurs, hein. C'est-à-dire des liquides qui sont constitués par l'eau intra et extracellulaire, le sang, la lymphe, et puis le liquide céphalorachidien. Et aujourd'hui, si on intègre la globalité des liquides corporels, on estime qu'en masse, à l'âge adulte, on est à peu près à 70% de place qu'occupe le liquide dans notre masse globale. Mais par contre, en quantité de molécules, je pense que ce chiffre est plus intéressant à mon sens. En quantité de molécules, aujourd'hui, les liquides occupent 99% de notre totalité, ce qui est quand même majeur, ce qui à un moment nous a incité, alors je dis à chaque fois à nous parce que je pense à ma compagne Stéphanie, hein, nous a incité à intégrer vraiment les liquides dans notre approche thérapeutique et spirituelle, c'est-à-dire nous demander quelle place occupent les liquides dans la construction de notre réalité. Ça veut dire qu'aujourd'hui, au niveau thérapeutique, si vous ne nous intéressez pas à 99% de ce que vous êtes, à quoi vous intéressez-vous, hein? Que ce soit en tant que client, si je puis dire, en tant qu'être humain, ou en tant que thérapeute, ou en tant que médecin, hein. Si vous ne vous intéressez pas à ce qui vous compose globalement, et comment fonctionnent ces liquides, on en est au balbutiement, mais on a quand même déjà bon nombre d'études qui sont sorties, surtout depuis les années 90-2000. On a vraiment, je dirais, une accélération qui s'est produite avec plusieurs chercheurs, mais il y en a beaucoup plus qu'on ne le croit, hein. Ceux qui en fait font le plus évoluer le monde aujourd'hui sont ceux qui sont les plus invisibles, faut le savoir, hein. Méfiez-vous des apparences. Ce ne sont pas ceux qui apparaissent le plus, contrairement à l'idée qu'on s'en fait, qui aujourd'hui font le plus avancer les gens. Ceux qui apparaissent le plus sont ceux qui correspondent le plus à ce qu'attendent les gens et ce qu'ils veulent entendre, ce qui n'est pas la même chose, hein. Ce point-là est très important. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui vont le plus apparaître sont des personnes qui finalement vont être un peu dans le ventre mou de la masse globale et ne sont pas pionniers, je dirais, dans ce qui va vraiment faire évoluer le monde, hein. Voilà, juste une petite parenthèse. Et donc, on a des chercheurs comme l'ingénieur américain Gerald Pollack, dont je vais parler dans quelques instants. Vous avez aussi, alors la plupart sont décédés, c'est assez étonnant, ils sont quasiment une grande partie décédés à peu près la même année, 2016-2017. Alors Gerald Pollack est toujours en vie, mais on a Mai-Wan Hu, par exemple, biophysicienne, Fritz Albert Popp, biophysicien aussi, Emilio Del Giudice, qui était biophysicien aussi. Ils sont tous à peu près décédés la même année, c'est assez étonnant. Et ils ont créé des liens entre nos liquides corporels, le visible, on va dire, parce que là, en fait, c'est essentiellement du liquide, même si nous, on voit la membrane, on voit les membranes qui les entourent, c'est-à-dire des fascias, hein, des sacs, mais on voit quand même du liquide qui nous quitte. Par exemple, quand on se coupe la main, par exemple, hein, on a du sang qui s'évacue, mais par contre, on n'a pas vraiment de liquide qui nous échappe. On va voir pourquoi. Alors, je peux vous le dire tout de suite, parce qu'essentiellement, l'eau de nos liquides n'est pas H2O, mais une structure qui est différente, qui est H3O2. Et cette structure, elle est plutôt sous forme de gel, hein. Et comme elle est sous forme de gel, eh bien, elle a tendance à coller aux membranes. Donc, on se vide pas notre eau quand on se coupe, par exemple, hein. Voilà. Donc, nos liquides corporels, quelques petits chiffres. Donc, 99% de ce que nous sommes, on va dire quasiment 100% de notre eau est cristalline, c'est-à-dire qu'elle est composée d'un état dont j'ai parlé en structure chimique qui est H3O2, mais elle est composée essentiellement d'un état qui est inconnu d'espèce humaine quasiment, qui est le 4e état de l'eau, qui a été découvert par Gerald Pollack. Et ce 4e état de l'eau, il est superposé, je dirais, entre un état liquide, gazeux et solide. Et quand on est dans un état qui est superposé et qui n'a pas fait son choix, eh bien on parle d'état quantique. C'est une loi en physique qui s'appelle la loi de superposition quantique.
Euh, et ce qui est intéressant, donc on a ce chiffre. Donc ce quatrième état de l'eau, on est composé dans chaque cellule de 22 millions dans chaque cellule de 22 millions de molécules d'eau. D'accord? Donc vous multipliez par le nombre de milliards qui est énorme de cellules et ça vous fait des milliards de milliards de milliards de milliards de molécules d'eau. Donc ça veut dire aujourd'hui que la façon qu'a une molécule d'eau de réagir dans nos expériences humaines va être capitale pour comprendre ou saisir peut-être comment on réagit face aux événements. C'est ça qui nous a intéressés. Alors je vais revenir sur le quatrième état de l'eau parce que c'est capital. Le quatrième état de l'eau, donc c'est un état qui est intermédiaire, superposé, euh, et il est, comme dirait le professeur Marc-Henri, il est morphogénique, c'est-à-dire qu'il va prendre la forme de l'information qu'il porte. C'est-à-dire que la forme humaine que l'on a, que l'on croit être due à notre ADN, ce qui n'est pas faux, notre ADN est essentiellement composé d'eau et de membranes. Donc c'est essentiellement le mouvement de l'eau qui va nous intéresser. Par exemple, on sait que la génétique se déclenche au niveau du cytosquelette par des mouvements liquidiens, c'est-à-dire 3 types de mouvements, soit des contractions, soit des dilatations, soit un silence. Et en fonction de ces mouvements, on va avoir un cytosquelette qui va se déformer et par une déformation, le noyau génétique va se manifester, il va se déclencher. Donc ça veut dire que le signal du mouvement de l'eau va être capital pour actionner les mouvements génétiques. D'accord? Les réactions génétiques. Donc ça, c'est capital. Donc ça veut dire que si je vais un petit peu plus loin, si on a une eau qui est très contractée dans nos cellules, le noyau génétique va avoir plus de mal à se déclencher. Ce quatrième état de l'eau, il a une très très grande particularité, c'est que il fonctionne dans des membranes qui sont hydrophiles, mais elles le sont toutes, hein, plus ou moins, on va dire, c'est-à-dire des membranes qui aiment l'eau, on appelle ça des fascias. Ce quatrième état de l'eau, il est composé donc de membranes, il s'associe à des membranes hydrophiles et il ne peut intervenir que donc c'est un état qui est très cohérent, très ordonné, hein. Il ne peut intervenir que s'il est en contact avec la lumière invisible, hein, pas la lumière que tu as dans ton dos par exemple ou dans le mien, hein. Alors cette lumière invisible, alors je veux dire dans le sens la lumière visible aujourd'hui c'est 0, puis vous mettez 14 zéros après la virgule et un 4 et vous avez le pourcentage de la lumière visible. Donc ça veut dire qu'on voit pas grand chose, nous, avec notre cerveau et notre corps, hein. On ne capte quasiment rien. Et donc cette lumière invisible, elle est composée essentiellement de photons et de neutrinos. Et ces photons, on sait qu'ils sont absorbés. C'est ça vraiment la découverte qui, à mon avis, méritera un prix Nobel dans quelques années. Ces photons sont absorbés par ce quatrième état de l'eau qui est l'état majeur liquidien de notre corps. Et ces photons, ils sont essentiellement des photons infrarouges. Donc ça veut dire aujourd'hui que ce qui rend vivant le corps, ce qui va lui donner de la vie, donc de la lumière, qui est invisible, qui absorbe notre corps en permanence, c'est essentiellement de la lumière infrarouge. Or, le principal pourvoyeur de lumière infrarouge aujourd'hui, c'est le soleil. Donc on voit bien qu'on a une activité qui est différente l'hiver, quand on a des saisons par exemple, hein, où on est en baisse de luminosité, donc on a une activité qui est un peu comme les ours, même si on continue à travailler, on est plutôt en hibernation, hein. Et quand l'activité lumineuse renaît au printemps, eh bien on a nos déchets, je vais en parler dans quelques instants, qui se remettent en activité, c'est-à-dire que la lumière a aussi une action qui est de remettre en mouvement les liquides de notre corps. Ça veut dire que par exemple, si vous prenez le soleil, votre corps est en mouvement intérieurement. C'est-à-dire ça va créer de la vie foisonnante à l'intérieur, hein, une sensation d'être vivant. Ça, ce sont toutes les expériences des études de Gérald Pollack, hein. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais sachez que vous pouvez retrouver ces études à travers son travail. Donc, on sait aujourd'hui que notre corps est en vie parce qu'il absorbe cette lumière infrarouge via justement ce quatrième état de l'eau qui va se constituer sous forme très ordonnée
Et si vous voulez aujourd'hui que toutes vos cellules fonctionnent les unes avec les autres, vous avez besoin d'avoir une espèce de résonance, de cohérence, d'ensemble, comme un chef d'orchestre. Et ce chef d'orchestre, c'est le liquide. Et en même temps, la lumière. Puisque si nos liquides n'absorbent pas cette lumière, eh bien, toutes nos cellules ne fonctionnent pas ensemble. Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans nos difficultés émotionnelles et nos difficultés de santé, on a des dysfonctionnements d'absorption de la lumière. C'est-à-dire qu'on a des liquides qui vont être serrés, par exemple, et qui vont avoir des difficultés à absorber l'invisible autour de nous, qui apparaît ou qui fonctionne sous forme de photons. Ça veut dire que le champ de conscience dans lequel on baigne, il a deux façons de se manifester, sous forme de lumière, des photons, des neutrinos, et sous forme de matière, des électrons, des protons, des neutrons. Ce qu'on appelle notre corps. Ok ? Donc la conscience se manifeste sous forme de lumière visible et sous forme de matière, invisible, pardon, et sous forme de lumière visible qu'on appelle la matière. Donc ce quatrième état de l'eau, il est très important parce que il va avoir plusieurs fonctions. Notamment, il va donner donc de la vie, ce qui nous branche en fait au champ de conscience et qui nous donne vie chaque jour. On le sait parce que les travaux de Fritz Albert Popp dans les années 90 ont mis en évidence que lorsque le corps vit la mort physique, eh bien c'est un grand jet de photons, c'est-à-dire que les photons quittent les liquides. On a un grand jet photonique, plus rien. Il n'y a plus d'activité au niveau lumineux, il n'y a plus d'activité au niveau biologique, mais il n'y a plus d'activité photonique au niveau du corps. Donc, on voit par exemple vous avez des images qui apparaissent par exemple dans des revues comme Science et Avenir, où on voit une lumière bleue qui quitte le cerveau, un grand jet bleu au moment de la mort. L'autre fonction de ce quatrième état de l'eau, donc c'est de donner de la vie, mais c'est donner aussi des ordres à nos organes pour savoir ce qu'ils ont à faire. C'est pas rien. Ça veut dire que c'est notre champ d'information et champ de conscience là global qui donne l'information à son corps, à ce qu'il doit faire. Le poumon se comporter comme le poumon, le cœur comme un cœur, le foie comme un foie, etc. Et donc, en fonction un petit peu, je dirais, de la structure de nos liquides, on absorbe plus ou moins, on reçoit plus ou moins bien ces ordres. Ok. L'autre fonction de ce quatrième état de l'eau, ça va être aussi de prendre la forme que nous donne l'information de cette lumière. Et si vous regardez bien comment on est constitué, sachant que la forme originelle de ce champ d'information qui est fait de lumière, donc ce champ de conscience, c'est un spin, une rotation permanente. Si on regarde bien à la loupe comment on est constitué, alors on le voit plus facilement chez un bébé. On a par exemple ici, au niveau de l'implantation des cheveux, on a effectivement le vortex qui apparaît. On l'a ici au niveau des yeux, on l'a au niveau de l'oreille interne, on l'a au niveau des méandres, je dirais du cerveau, des méandres intestinaux. On l'a au niveau de nos empreintes ici. On l'a au niveau du cœur, parce que le cœur a une structure qui est sous forme de torsion. Ce sont les travaux de Francisco Torren Guasp dont on a déjà parlé. On l'a aussi au niveau de l'ADN, torsion. On l'a au niveau du collagène qui constitue majoritairement les membranes, les fascias. Donc on voit que en fait on a les vestiges de ces mouvements liquidiens qui ont adopté durant la phase embryonnaire et fœtale la structure même de l'espace, qui est un spin. Et donc on est une immense rotation, une immense torsion qui reçoit de l'information et qui, en fonction de la structure des liquides, reçoit plus ou moins bien la vie, avec nos difficultés émotionnelles, avec nos difficultés de santé, etc. Ce quatrième état de l'eau, il a aussi une autre vocation, c'est de recevoir la conscience. On dit « je prends conscience ». On prend bien la conscience qui nous entoure, et puis on a une conscience particulière de notre vécu quotidien à partir du message du liquide, qui dit « je veux vivre cette situation » ou « je ne le veux pas ». Je veux parce que votre liquide est dilaté, je ne veux pas parce que vos liquides se contractent, et puis je peux vivre avec tout dans le silence du liquide. C'est-à-dire une adaptation constante, qui est la propriété majeure du cœur.
Donc aujourd'hui, on a une difficulté à vivre les événements quand on a essentiellement des membranes au niveau du cœur, qu'on appelle un péricarde majoritairement, qui est très contracté face aux événements. Ça s'appelle la peur, tout simplement. C'est humain. Voilà, on peut se comprendre. Le quatrième état de l'eau va être sensible à la lumière pour, je le disais tout à l'heure, mettre en mouvement aussi les liquides, mettre en mouvement les liquides dans le corps. Donc ça va donner le débit sanguin, par exemple. On sait que le débit sanguin est une torsion, ce qui permet d'envoyer le débit sanguin jusqu'aux extrémités du corps pour créer les capillaires. Les capillaires n'existent pas sans avoir une force au niveau du débit sanguin. Donc on va avoir des capillaires, donc une sensibilité au niveau du corps, quand on a des capillaires qui sont bien créés, bien innervés, etc., bien alimentés, et ça va dépendre d'un cœur qui est fort parce qu'il fonctionne comme une torsion avec un débit sanguin qui est associé. Le syndrome de Raynaud, par exemple, qui est plutôt associé en général à une forte dose de culpabilité, eh bien, on va avoir du mal à alimenter cette torsion au niveau du cœur, et donc va avoir du mal à transmettre l'information jusqu'à nos extrémités. Le syndrome de Raynaud, c'est quand vous avez les mains qui sont blanches, les extrémités qui sont blanches. Et quand vous avez un patient, un client qui se pose et puis observe sa culpabilité face aux événements, il retrouve aussitôt, en quelques minutes, la sensibilité au niveau de ses mains. Je prends un exemple. Donc on voit qu'on a une reconstruction de la structure du liquide, avec les approches thérapeutiques dont on a parlé, qui sont basées sur des mantras. Et puis, le fait de rester avec les événements, plutôt donc rester avec la culpabilité, par exemple, etc. On a une autre fonction du quatrième état de l'eau, qui est la mémoire, qui est plus connue aujourd'hui, mais en même temps, les gens ne savent pas trop ce que c'est. Alors, la mémoire, c'est la capacité qu'a le liquide d'absorber l'information dans les champs qui nous entourent. On sait que les liquides sont très très sensibles aux champs magnétiques, et notamment les nôtres, puisque nous émettons un champ magnétique et électrique, et nous stockons l'information de notre histoire de personnage, on va appeler ça comme ça, dans des champs qui nous entourent, et ces champs, sous forme de photons, stockent l'information que nous avons vécue, l'histoire, et qui peut être téléchargée par nos liquides. Et puis là, vous avez grossièrement, alors il doit y avoir d'autres fonctions, mais grossièrement, vous avez les fonctions majeures aujourd'hui du quatrième état de l'eau. Qu'est-ce qui va influencer sa structure? Eh bien, vous avez déjà la façon qu'on a de réagir face aux événements. On peut être très contracté face à des événements, et puis ces événements, on n'a pas envie de les revivre. Donc on va essayer de les mettre à distance. Plus on les met à distance, plus la vie nous les resserre comme un plateau, sur un plateau, comme un plat au restaurant. On va vous resservir le même plat. Et si vous n'aimez pas le plat, on va continuer à vous le resservir. Parce que l'idée est vraiment de retrouver cette faculté à vous adapter à toutes les situations, à vivre avec. Ça s'appelle aimer, tout simplement. Vous avez aussi un aspect qui est très important, qui va avoir un impact très très fort dans les mouvements liquidiens, qui est le taux de déchets. Alors les déchets commencent à se constituer dans le corps par l'alimentation, donc c'est assez tôt finalement, puisque l'embryon et le fœtus sont alimentés par, je dirais, l'alimentation de la maman, et puis suite à la naissance, vous savez le reste. Donc ces déchets vont commencer à se constituer au niveau des liquides, et ils vont se constituer aussi par l'activité métabolique des cellules. Voilà, parce que les cellules, elles naissent, elles meurent en permanence. C'est un balai incessant. Donc si vous voulez, ça paraît rien, mais imaginez 22 millions dans une cellule de molécules, c'est énorme, parce qu'elles vont toutes avoir un petit rôle, si je peux dire, à leur niveau, justement dans leur taux de déchets. Et ce taux de déchets, il va avoir un impact qui est très fort, et on le voit aux alentours d'1 an et demi, 2 ans, où on va basculer dans une séparation avec la vie, qu'on a déjà évoqué, mais on va l'évoquer sous d'autres formes, parce que c'est capital. Et ce taux de déchets, en fait, c'est une présence qui est chargée positivement au niveau magnétique. D'accord? Et on a des molécules au niveau du quatrième état de l'eau qui sont chargées négativement. Et si vous mettez une présence positive
entre deux charges négatives, les charges négatives vont avoir tendance à s'attirer les unes les autres. Donc vous avez des molécules d'eau qui vont se rapprocher les unes des autres. Et si vous avez des molécules d'eau qui vont se rapprocher les unes des autres, vous allez avoir le sentiment de manquer d'espace dans votre vie. Et si face à certaines situations, vous avez le sentiment de manquer d'espace, ben, ces situations, vous n'en voulez pas. On va avoir le taux d'infrarouge qu'on va absorber, donc le taux de lumière. Ça veut dire que dès que vous pouvez dehors prendre la lumière, n'hésitez pas. Aujourd'hui, sachez que dans les intérieurs, on ne capte que moins de 0,5%. Alors on va dire entre 0,5% et 1% de la lumière, donc c'est quasiment rien. Alors moi j'ai de la chance, par exemple, là je suis face à une fenêtre, mais je capte assez peu de lumière là, même dans ces environnements. Donc essayez de passer du temps, de sortir au moins une ou deux fois dans la journée dehors pour capter la lumière. Bon, aujourd'hui le ciel est plutôt nuageux, mais c'est vrai que notre capacité à capter de la lumière est importante. Alors nous par exemple on a un soda infrarouge. On essaye d'en faire. Bon après on n'est pas très régulier, mais on essaye d'en faire quand même assez régulièrement. Ce qui nous permet d'avoir cette dose d'infrarouge pour la semaine, par exemple. Vous voyez ? Et c'est pour ça que la luminothérapie est aussi efficace. Est-ce que c'est dans le Oui, même style? bien sûr. Parce que là, effectivement, la lumière et l'importance de la lumière est très très intéressante par rapport au liquide, et on comprend beaucoup mieux l'importance de sortir aussi. Enfin, je comprends beaucoup mieux l'importance de sortir. La lumière rouge, surtout. Okay. La lumière rouge et infrarouge, c'est celle qui est vraiment la plus bénéfique au corps. Ça veut pas dire que le reste l'est pas. Alors attention, le souci, si vous voulez, c'est que dans cette lumière, il y a aussi des ultraviolets. Et les ultraviolets, on doit faire attention. Donc c'est pour ça qu'aux heures, on va dire un peu chaudes, souvent entre midi 14h, 13h, 15h, ça dépend un peu comment on est situé par rapport à votre situation géographique. Eh bien, voilà, on doit capter de l'infrarouge et en même temps pas se brûler aussi d'ultraviolet. Donc il y a des heures qui sont plus propices à ça, mais ne vous cachez pas du soleil, mon Dieu. Ça c'est vraiment une aberration. C'est en train de changer petit à petit au niveau médical, le regard sur la lumière. Et puis dans quelques années, je pense que on tiendra des discours qui sont assez proches de celui qu'on partage aujourd'hui. On a besoin fondamentalement, par exemple, si vous êtes en train de faire une sieste au soleil, il y a des heures qui sont correctes. Eh bien, quand on se réveille, on a le sentiment d'être revigoré. Alors on se dit, c'est parce que j'ai dormi, mais c'est aussi parce qu'on a pris le soleil. Tout simplement. Moi, je fais mes siestes au soleil. Et donc, quand on vit des situations aussi conflictuelles, comme tu dis que nos liquides sont vraiment contractés, d'aller prendre l'air, d'aller faire des marches, souvent c'est recommandé aussi pour aller... on dit prendre l'air naturellement, ce bon sens-là, mais finalement c'est aussi un intérêt pour que nos liquides reprennent de l'espace, quoi. C'est ça, c'est à la limite, d'un côté, on a, comment je dirais, ces membranes, ça c'est le quatrième aspect de l'eau qui a un impact sur l'eau, c'est la qualité de souplesse des membranes. Mais on a un corps qui est tout à coup en mouvement, donc on a des liquides qui sont en mouvement. C'est pour ça que faire du sport est aussi intéressant. Et puis on est dans un bain d'infrarouge, tout simplement. Donc c'est vrai que capter de la lumière va être utile pour justement peut-être dépasser, transformer, transcender, apprendre à vivre avec aussi les choses, etc. Ça va nous aider beaucoup. Donc le taux de déchets, ça veut pas dire qu'on doit pas avoir du tout de déchets. Dans l'autre sens, si on n'a pas assez de déchets, on va vivre plutôt une vie assez éthérée. On n'a pas les pieds sur terre, etc. D'accord ? Donc l'idée, c'est vraiment de trouver un taux de déchets qui soit intermédiaire, comme l'a mesuré le biologiste Martin Chaplin, et qui entretient la vie. Il a mesuré ça, il y a des mesures très précises de la molécule d'eau et des liaisons hydrogènes entre les molécules, qui justement entretient la vie, etc. Donc, passer du temps dehors et profiter de la lumière, c'est important. Si là, par exemple, moi j'ai de la chance, nous on est un peu sous les combes, si je puis dire, donc on profite de la lumière dans notre cabinet. Mais essayer de passer du temps dehors, oui. Nous, par exemple, on passe beaucoup de temps devant les ordinateurs et on essaye quand même de sortir au moins le midi, le soir évidemment, et puis le matin, mais on essaye de sortir le midi pour avoir ce bain de infrarouge, de photons infrarouges en permanence. C'est ce qui redonne et ce qui entretient la vie au niveau du corps. Et si vous êtes en carence d'infrarouge, où vous avez des membranes qui sont trop rigides parce qu'elles manquent de mouvement. Faire du mouvement recrée du collagène, par exemple. Je sais pas si vous le savez.
hein. Capter de l'infrarouge, recréer du collagène aussi. C'est pour ça que pour les personnes âgées, je vous conseille très très vivement de prendre des bains de soleil. Pas aux heures chaudes, mais dans l'après-midi, de prendre le soleil. Ou le matin, quand vous vous levez. Hein. Quand on commence à avoir de l'âge, on a tendance à se cacher du soleil. Et moi, je vous invite vraiment à prendre des bains de soleil. Ça va beaucoup vous aider. Vous allez avoir les idées beaucoup plus claires, notamment. Hein. Vous allez avoir une élasticité, une plasticité au niveau du corps qui va justement s'améliorer très fortement. Et Voilà. qu'en est-il également, pour terminer cet épisode, et merci, c'est très intéressant, et puis ça, je trouve que ça éclaire aussi l'importance on nous dit de sortir, on nous dit voilà de prendre la lumière ou autre, mais il y a une compréhension aujourd'hui avec ce fonctionnement intérieur, et c'est incroyable, c'est 99% effectivement Ouais. qui nous constitue, donc là tout de suite ça devient évident. Et qu'en est-il du fait de s'hydrater, le fait de boire de l'eau aussi pour ce fonctionnement-là? Oui, tout à fait. Alors, nous, on l'évoque moins parce qu'il y a beaucoup de choses sur Internet là-dessus. Alors, n'oubliez pas quand même, on va en parler dans quelques instants, mais n'oubliez pas que l'eau que vous buvez va prendre la forme de l'eau que vous êtes. C'est l'eau que vous êtes, sa structure, qui va s'imposer à l'eau que vous buvez. Et en même temps, si vous vous alimentez avec de l'eau polluée, ça va entretenir les déchets au niveau du corps. Hein. Quand je dis polluée, c'est-à-dire de l'eau du robinet, alors c'est amusant parce que j'en parlais avec ma cousine l'autre jour qui travaille dans les agences nationales pour l'eau et on a des échanges qui sont très chouettes. Hein, voilà, il y a beaucoup d'ouverture, donc on peut s'écouter. Mais je lui disais que nous on avait un système d'appareillage au niveau de notre entrée d'eau qu'on a fait installer avec un plombier. Donc on a une eau qui suit 3 étapes, dépolluée, hein, parce que vous avez beaucoup de pollution au niveau de l'eau, notamment de pesticides. Je ne sais pas si vous le savez aujourd'hui, mais l'eau de nos nuages pleut des pesticides. Je ne sais pas si vous le savez quand même. Oui. Alors ça a été mesuré il y a quelque temps, je raconte pas des histoires, hein, ça a été mesuré il y a quelque temps par des agences au sommet du Massif central. Et il n'y a pas que le Massif central, vous imaginez bien. Hein. Donc, l'eau que nous buvons, elle est polluée déjà, hein, pesticides, vous avez des résidus médicamenteux, etc. Bref, tout ça. Donc, vous avez un système de pareillage qui va dépolluer l'eau à plus de 99%. Ensuite, qui va redonner la structure vivante à l'eau, c'est-à-dire une structure en cluster, c'est-à-dire une eau qui serait proche du 4e état de l'eau, c'est-à-dire une eau qui serait cohérente, ordonnée et qui serait capable d'accueillir la vie. Rappelez-vous ce qu'on s'est dit tout à l'heure. Hein. C'est-à-dire que c'est la lumière qui a un impact sur l'eau cohérente, mais c'est l'eau cohérente qui permet d'absorber la vie, la lumière. Donc on voit que ça fait un peu effet boule de neige après. Donc ça veut dire qu'on a 2 eaux dans notre corps, une eau cohérente et une eau bulkée, c'est-à-dire une eau polluée. Et on a besoin des deux. C'est-à-dire ce qui est bon et ce qui est mauvais, si je puis dire. On a besoin de l'ombre et de la lumière pour notre batterie, parce qu'on sait, je vous disais tout à l'heure que les déchets c'est l'eau bulkée, hein, c'est l'eau polluée. Si on n'a pas cette eau polluée, eh bien on n'a pas le mouvement au niveau des molécules d'eau satisfaisant. D'accord? Donc on a besoin du meilleur comme du pire dans le liquide. Donc l'eau que l'on boit, c'est une eau qui est dépolluée, c'est une eau qui est restructurée pour qu'elle soit cohérente, à l'image de notre 4e état de l'eau, et une eau qui est informée. Par exemple, je sais pas, vous avez des formes géométriques, vous pouvez la mettre au soleil, etc. Elle va être informée de vie, elle va être informée de lumière. Hein. Donc ça, ce sont vraiment je dirais les 3 particularités de l'eau qui seraient une eau de qualité. Alors, quand vous achetez de l'eau minérale, soyez aussi vigilant sur le taux qu'on appelle de minéraux, le taux de résidus secs. Essayez de faire en sorte qu'il soit pas supérieur à 100 ou 200 mg par litre d'eau. Et vous regardez les étiquettes juste derrière. Hein. Alors, je ne vais pas te faire de promotion de certaines marques, on n'est pas là pour ça. Mais intéressez-vous à ça. Hein, puisque une eau qui est très minéralisée, c'est une eau qui va avoir tendance à ne pas en mesure d'extraire les minéraux, parce que on n'absorbe pas les minéraux par l'eau, mais par ce que l'on mange, c'est-à-dire les plantes, etc. Hein, donc l'eau directement minéralisée ne s'ingère pas et n'est pas assimilée naturellement, hein, sachez-le. Donc évitez de trop minéraliser votre eau,
Donc regardez ce que vous achetez. Après, une fois que vous avez un appareillage au niveau de votre entrée d'eau, vous n'avez plus besoin de bouteilles parce que il y a du plastique là-dedans aussi. Donc beaucoup de résidus plastiques. Je ne sais pas si vous le savez aujourd'hui, mais on a beaucoup de plastique dans les artères. On a beaucoup de plastique au niveau des neurones. Les études scientifiques n'arrêtent pas d'en parler là depuis quelque temps. Donc si vous pouvez vous affranchir du plastique, c'est pas mal. Ça veut dire que moi le matin, par exemple, Stéphanie en fait autant, on va boire notre eau dans un calice. Vous savez, les verres qu'on utilise pour le vin. Pour nous, chaque matin, c'est une dégustation. Vous avez une eau de qualité. Vous la dégustez, vous la savourez. On n'est plus juste, on n'est pas juste sur un mouvement machinal. On boit de l'eau, on déguste l'eau. Vraiment, c'est un rituel. Voilà. Ok, merci beaucoup Stéphane d'avoir éclairé et mis de la conscience sur l'importance des liquides, de l'eau et de son fonctionnement. On plongera dans d'autres épisodes sur ces sujets-là aussi. N'hésitez pas à aller voir déjà les épisodes qu'il y a sur la chaîne. Et qu'est-ce que tu souhaiterais nous partager pour terminer ? On est en phase aujourd'hui de mettre l'eau au centre de la société. Pourquoi ? Parce qu'on va se rendre compte dans quelques années que l'eau n'est pas juste une affaire de santé, mais une affaire de conscience. Et aussi que lorsqu'on va mettre l'eau au centre de notre société, donc en concert avec la conscience, eh bien on va commencer à grandir. Pourquoi ? Parce que l'eau n'aura pas juste un impact au niveau de notre santé, mais elle aura aussi un impact au niveau de nos technologies, parce qu'aujourd'hui, on sait depuis les années 40-50, l'eau dans sa structure est capable de générer de l'énergie, notamment dans sa structure en double vortex. Et il est possible que demain, on utilise l'eau, c'est même probable, pour notamment créer des technologies qui sont propres, gratuites, et qui nous permettent de voyager dans l'espace et dans le temps. Pour l'instant, ça vous paraît un petit peu une chimère, mais vous allez voir que ça va arriver beaucoup plus vite que vous ne le croyez. Voilà. Donc l'eau va petit à petit occuper une place centrale. Ça veut dire que l'eau, l'intégrer sous la forme qu'on vient de partager, c'est vraiment changer totalement de paradigme et de société. C'est juste ça. C'est pour ça que ça bloque actuellement là-dessus. C'est génial. Merci beaucoup. Et puis, on joie de plonger encore dans ces sujets-là et puis de voir les évolutions autour de l'eau, de la conscience et de la remise au centre de la société. Merci beaucoup Stéphane et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci. À bientôt.